Oui, quelle est la force de Patrice Talon? Comment il arrive, lui, à travailler, à construire des choses Ok. en si peu de temps, avec quasiment Ok. même moins d'argent que ce Ok. qu'on dépense nous, quoi. Ouais, c'est ça. Vous savez, il y a des dirigeants qui viennent au pouvoir avec de véritables projets. Et ils veulent, qu'en quittant le pouvoir, leur nom reste dans la postérité. Et quelqu'un comme Patrice Talon, qui d'abord est un homme d'affaires, est de cette catégorie-là. Il s'est dit, j'aime mon pays, je vais faire quelque chose pour mon pays pour que demain on parle de moi. Alors, il est arrivé avec un projet, des ambitions, et il a mis tout un dispositif en place pour réaliser ces projets, les suivre, pas seulement parler, suivre les projets, parce qu'il sait que son pouvoir est limité dans le temps. Il sait que au bout de 10 ans, il va partir. Donc, il dit, je vais faire quelque chose pour marquer les populations. Et donc, de manière assez engagée, il a transformé ce pays-là. En tout cas, il a fait quelque chose d'assez louable qui restera dans la postérité. Et quand il met un projet en place, il le suit personnellement. C'est un président décontracté qui n'est pas là juste parce que, bon, il est là pour le pouvoir. Vous le voyez, il est parmi les populations, il sort, il dit, je veux ça ici, je veux ça ici, je veux ça ici, je veux ça ici. Et il le fait parce qu'il sait qu'il est là pour le bonheur des Béninois. Et donc, bien que le Bénin, en termes de ressources, n'est pas plus riche que le Togo, ça aussi, il faut le dire. Le Bénin n'est pas plus riche que le Togo en termes de ressources et par rapport aux habitants. Mais il a su mobiliser énormément de moyens et il a fait ce qu'il a pu faire là en 9 ans. Je ne dis pas que il n'y a pas de corruption au Bénin, je ne dis pas que peut-être que lui-même n'a pas trouvé sa part parce que c'est un homme d'affaires, mais le plus important, c'est que il a fait des choses qui sont appréciables, qui sont visibles et qui font qu'aujourd'hui, son pays est devenu un pays d'attraction. Vous savez, quand vous construisez un hôtel de 5 étoiles, ceux qui connaissaient Cotonou à l'époque, vous connaissez l'hôtel La Marina. Qu'on dise que Patrice Talon a détruit cet hôtel, qu'il a trouvé vieillot, et il en a reconstruit un autre de 5 étoiles. Et à partir de cet hôtel-là, d'autres hôtels se sont construits ensuite. Vous imaginez tout autour d'un hôtel l'économie qu'on développe. Et Mila et Ditria parlait tout à l'heure de l'économie circulaire. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont livrer des produits frais à ces hôtels-là, ne serait-ce que les maraîchers, les gens qui sont dans les fermes qui produisent du poulet, les gens qui produisent de la viande, les gens qui produisent, je sais pas quoi. On peut citer les secteurs qui vont alimenter des hôtels de 5 étoiles. Et à côté des hôtels de 5 étoiles, ils en ont provoqué d'autres hôtels de 4 étoiles, de 3 étoiles, parce que le pays est devenu un pays de destination touristique. Donc, l'argent va circuler, c'est toute une économie qui va se développer. Et il n'a pas fait ça que seulement à Cotonou. À Ouida, il a profité de la proximité de tous les atouts de Ouida, puisque lui-même il est de là, pour lancer un certain nombre de projets qui ont changé de manière structurelle la ville. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'ambition pour son pays et il s'est donné les moyens de réaliser cette ambition-là. Après, comme l'homme n'est pas parfait, on peut lui faire des reproches, mais toujours est-il que pour les Béninois aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a énormément changé la physionomie de leur pays. Donc voilà, c'est de l'ambition, c'est de la détermination, c'est de la vision et c'est les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs-là. Est-ce que chez nous, on a le même dynamisme, on a la même posture? Non. Chez nous, le plus important, c'est que papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir, même si on ne fait rien avec le pouvoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, ça c'est pour Patrice Talon. La deuxième question, vous pouvez me la rappeler? Oui, la deuxième question, c'est de savoir pourquoi on ne laisse pas entreprendre. Par exemple, je donne un exemple, lors de la fête de Evala, par exemple, tout le monde, tous les opérateurs, tout, il n'y a personne de libre pour pouvoir rester à Lomé faire ses affaires librement. On doit rallier Cara. Il n'y a personne, comme je peux prendre comme euh, une référence qui s'est lancé dans les affaires, disons, dans la minorité ou bien dans la maison mère. Et par exemple, il n'y a pas un opposant à qui on laisse, qui a une compétence qu'on peut lui de gérer, par exemple, la CDAO, on le gère, de gérer sa structure. Il n'y a pas de liberté détachée. Oui, mais oui, Et quand tu dis la vérité, vraiment, tu es en ouais, danger. oui, c'est lié à la nature du régime.
Et il y a des économistes parmi nous. Entreprendre veut dire créer la richesse, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Par le Oui, travail. oui, Ouais, Par le travail. entreprendre veut dire créer la richesse. Si vous entreprenez et que vous créez la richesse, ça veut dire que vous échappez au contrôle des dirigeants. Et ils ne veulent pas, eux, ils ne veulent pas une classe moyenne. Parce que l'émergence d'une classe moyenne dans une dictature porte des risques même d'affaiblissement de la dictature. Je donne un exemple. Regardez un peu la Chine. Il arrive de temps en temps qu'en Chine, selon les objectifs du Parti communiste, on tape sur les gens qui se sont enrichis, ou on les dépouille carrément de leur richesse. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jack Ma et à un certain milliardaire chinois. Certains quittent même la Chine pour s'installer aux États-Unis. Parce que la création de la classe moyenne va entraîner des exigences. La classe moyenne est exigeante. Vous allez voir qu'au Togo, il n'y a pas d'émergence véritablement de la classe moyenne, parce que c'est la classe moyenne qui consomme. Ce ne sont pas les riches qui consomment, contrairement à ce que les gens pensent. Les riches ne consomment pas. Le riche ne dépense pas trop. Le riche peut acheter une voiture, il peut la garder pendant 10 ans. Il peut acheter une Il veste. investit. Il investit. Voilà. Il Voilà. peut acheter une veste, il peut garder la veste pendant 10 ans. Il peut acheter une chaussure. Quand il veut aller acheter une chaussure, il peut aller acheter Weston, ou bien il veut aller acheter une chaussure comme Berluti. C'est très cher, mais il ne va pas acheter chaque saison. Il achète la qualité aussi. Voilà, mais il ne va pas acheter chaque saison. C'est la classe moyenne qui achète les iPhones chaque année. C'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, elle est exigeante. Elle veut plus de liberté. Elle veut plus d'opportunités. Et c'est une menace pour les dictatures. L'émergence de la classe moyenne est une menace pour la dictature. Et donc au Togo, c'est normal que le régime n'aime pas que les nationaux entreprennent. Parce que plus les nationaux vont entreprendre, les nationaux seront exigeants parce qu'ils ont la fortune. Ils vont commencer par dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Pourquoi il n'y a pas l'électricité? Pourquoi on n'est pas ravitaillé? Pourquoi il n'y a pas Internet? Et ça va devenir un problème pour le régime. Donc, conséquence, on tue la classe, on tue les entrepreneurs togolais, on favorise les entrepreneurs étrangers. Donc, voilà pourquoi on ne pousse pas véritablement les Togolais. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques programmes qu'on met devant pour faire la propagande, mais on ne pousse pas les jeunes à entreprendre au Togo. Parce que quand les jeunes vont entreprendre, ils vont avoir de l'argent et celui qui a de l'argent est indépendant. Il est indépendant je sais pas, il est indépendant financièrement, il est indépendant sur le plan de la réflexion, il est indépendant ici. Regardez un peu au Togo et regardez le Bénin. Avant, dans les années 90 jusqu'à les années 2000 ou bien 98, regardez le parc automobile au Bénin et comparez le parc automobile au Togo. Jusque dans les années 2000, le Bénin ne s'est pas débarrassé de ces vieilles 404, mais comment vous appelez ça? 105, 205, 405. Ouais, les gens qui ont fait Cotonou, là, les 404. Oui, c'est les 405 là. 504. Et tout ça. Voilà. 504, il y a 504. Voilà. Voilà. 504 qui est Didina Lobo. Voilà. 504 est Wena. Voilà. Et 505 est Didina Lobo. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, vous arrivez dans les rues de Cotonou, qu'est-ce que vous voyez? C'est les Porsche Panamera, c'est les Infiniti, c'est les voitures de luxe de dernière génération. Ça veut dire que il y a une classe moyenne qui monte et qui consomme. Mais au Togo, si vous amenez une G-Wagon demain, les Nyassimbe vont dire qui conduit ça dans la ville de Lomé? On va t'arrêter en chemin. Vous êtes d'accord avec moi? On va chercher à savoir qui conduit une G-Wagon à Lomé, qui conduit une Maserati à Lomé. Il a eu l'argent où? Demain, vous pouvez être à la maison, on viendra vous braquer. Ou bien on va créer un problème pour venir vous arracher la voiture. Donc du coup, les gens, le régime est devenu un frein à tout. C'est pour ça que quand nous parlons de la gestion du Togo, on ne parle pas seulement que de la politique, mais ça impacte tous les secteurs de la vie du pays. Le pays est à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de milliardaires togolais. Il y en a, s'il y en a, c'est les voleurs de la République. Mais en tant qu'homme d'affaires, vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez un Togolais de la taille de Dangote, de Elou Melou, de je ne sais pas qui, Non, il n'y en a pas. Parce que les gens, tant bien même ils ont une petite fortune, ils n'ont pas envie de l'exposer pour avoir des problèmes. Et ça, c'est lié à la nature du régime. Donc, on va vous permettre d'entreprendre un peu, de vendre les cacahuètes et un peu de produits qui ne vous permettront pas de gagner des milliards, mais on ne vous permettra jamais d'avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas de champions nationaux. Ouais. On ne construit pas au Togo des capitaines d'industrie.
Alors que nous sommes dans un pays qui a une zone portuaire et qui a un port stratégique. Normalement, si on devait avoir des capitaines d'industrie, c'est au Togo qu'on devait en avoir. Parce qu'on a un port d'entrée qui est important dans la région. Mais on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. Je vous donne un exemple. Le Bénin vient de lancer la production des carreaux avec les terres rares. Et nous partageons le même bassin sédimentaire avec le Bénin, c'est-à-dire le bassin du Mono. Et c'est à partir du bassin du Mono, côté béninois, que les Béninois sont en train d'extraire les terres rares pour produire du carreau. Le carreau pour la consommation locale. Mais nous, au Togo, on continue d'importer les carreaux de la Chine, de la Turquie, de l'Italie, de je ne sais quel pays que vous pouvez citer encore. Mais Vous, Ferdinand, on a du marbre au Togo, on a du marbre. On n'a même pas d'industrie de marbre. C'est incroyable. Oui. Donc, ils savent que si on met en valeur ces secteurs stratégiques et on laisse les jeunes entreprendre dans ces domaines-là, il y aura rapidement des millionnaires au Togo. Et une fois que vous avez des millionnaires dans un pays, les gens ont des exigences. Quand on a de l'argent, on a des exigences. Parce que si vous êtes millionnaire, vous allez exiger avoir des hôpitaux dans le pays, de référence. Vous allez exiger avoir des voitures. Parce que si tu achètes une voiture Porsche, tu roules ça sur quelle route? Tu achètes une voiture, tu veux rouler sur une route qui est bien faite parce que tu veux profiter de ta voiture. Donc, tu vas commencer par critiquer la gestion du pays. Donc, eux, ils ne veulent pas ça. Donc, ils veulent que tout le monde roule en Santa Fe, les voitures qui abondent à Lomé là, et qui n'intéressent personne en réalité. Par ailleurs, la classe moyenne étant la masse de la population, c'est celle aussi qui, comme vous l'avez dit justement, qui dépense le plus et qui se plaint aussi le plus parce que elle est entre deux eaux, elle a des exigences. Aujourd'hui, s'il y avait une classe moyenne au Togo, ça serait celle-là même qui descendrait massivement. Ensuite, on va avancer. Attends, monsieur Negblin, on va revenir sur il reste encore deux questions de notre ami. Rappelle-moi la troisième question. La troisième, c'est comment on a dit que l'Allemagne investit des milliards et que pourquoi elle continue pas à le faire tout en sachant que c'est dilapidé. Et quels représentants il y aura en face? Par exemple, est-ce que c'est la société civile ou c'est les opposants ou bien la population doit constituer une personne lambda comme ça qui est représentative pour pouvoir utiliser cet argent en bon escient? En fait, c'est pour savoir si on peut mieux flécher, les financements, en fait. Oui, je pense que... Ferdinand, tu as répondu à la troisième question pour l'Allemagne. Tu as déjà répondu tout à l'heure. Je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'interpeller directement le contribuable allemand à travers peut-être des courriers au Parlement allemand, parce que c'est les contribuables, c'est l'argent du contribuable allemand qu'on donne au Togo. Donc, il faut interpeller, parce que généralement, les contribuables ne savent pas ce que les dirigeants font avec les sous, hein. Contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup de Français, ils savent à peu près ce que c'est que la politique française dans les autres pays, mais ils savent pas les combines que leurs dirigeants font dans les pays africains. Tout ça, c'est quand il y a un scandale qu'ils sont informés. C'est pareil pour les Allemands, tout ça. Et c'est pareil pour les Allemands et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est important que la société civile, la diaspora fasse peut-être des courriers d'interpellation de certains des parlements de ces pays-là, en y adjoignant peut-être des rapports, en y associant les rapports et tout ce qui incrimine la mauvaise gestion de ces financements-là. C'est ce que je pense. Maintenant, sur la question du trading, je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette aventure-là. Et ça, c'est aussi le propre des Togolais. Quand il faut mettre de l'argent et en gagner tout de suite, les gens se précipitent sans voir les risques. Et moi, j'étais convaincu que ce procès n'allait pas donner grand-chose. Parce que tout ce qui faisait le trading était protégé par la gendarmerie. Vous vous rappelez? Tout ce qui faisait le trading était protégé par les forces de l'ordre. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient aussi sur d'autres intérêts. Et donc aujourd'hui, quand on voit le procès où on aboutit à je sais pas si c'est un non-lieu, mais à des condamnations légères, voilà, on se rend compte qu'on devait arriver là.
Et tout ça doit quand même rappeler aux uns aux autres qu'il faut faire très attention quand il y a des situations de ce genre. On a eu le dossier Redémarre, où les gens ont mis beaucoup d'argent. À la fin, ça a échoué. Et puis aujourd'hui, il y a eu aussi cette histoire de trading. Donc, il faut faire très attention. C'est la sensibilisation qu'il faut et il faut que les gens travaillent. On ne gagne que de l'argent en travaillant. Merci, merci. Ok, Karl, tu as une question rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va bientôt vous annoncer une surprise. Donc, est-ce que tu as une petite question? Vas-y. Non, du Trignac, on a mon question. Yo. Ok, vas-y, on t'écoute. Tu peux aller. Ok, vas-y. Ok, faut lui faire dire. Donc, ben non, alors, dans mon livre. Après, on va faire Ditri, l'on va me live. Bon, il y a nous qui la signe même à mon Togo ton toile, nous avons quelqu'un qui le Afrique en tolio. Le Togolais l'Andafrique en tolio. Fiken toelo. Il faut faire dîner là on ya les presse me va TikTok va YouTube avec l'autre journal elle va Facebook avec l'autre journal si je ne me trompe pas et ben va les TikTok Fiken Togo toi en to les lignes yo kitimo Figo la bola glon ya kamebe nyale o la pole funu Figo la bo ya kamebe nu la funu la pole ne mi a conclure nu bliboare amento dina ye bo dina ne nke nyima bolo ne mianto mianto ko to mi jiere nyake me to gwa bano sire ke benele gbenene ela no nene Ghana to décider muni Ghana be gouvernement décider be atro Ghana ore Ghana tonto we décider Benin tonto we décider be obe joule tro e joule tro na we nyanka mi amele o gbada organiser concert ko de le France soa o gbada organiser de loi mena mi sande o la 27 avril to ke won pala gba asambu na mi e won pala gba asambu na mi agbeke mo so mi so don mi jo kuto dare sigbe am kuku bene ko dana mi gbegon sire mi jo kuto le Togo ba nyigba je nene mi jo kle mi be yo ma jesi o Carl, s'il te plaît bleu ami zumba non amu ne ma jouyo le camion le abenyan le blon non ok non voir no jo kle ye benyan le blon tant que le ye o mu le jibe ya no tepe nyoa e kle to yo nyi ne nebele wa jitri no le ya no di ko me kwa ame sali yo nyi mina mon popo ma gblonya alors mi nglona mi zona moba me. Ok, les gars, on va rester correct et puis, mais peu importe ce que vous avez à dire, essayons de le dire avec tact, avec un peu de manière. Mais Milo est fort et Nwangbanon Zumbe Nyamo. On peut dire la vérité pour chauffer les Togolais, bien sûr, mais essayons de rester un peu correct. Et Zumbe Nyangbanon Nwamo, Mile Kuku, surtout Bene Ameganho le Mia Domede Keare. Nya jagba mia no sobubu no mingba no enuya enuomo quoi ici. Donc à Cal et Nyedio. Donc il y a pas de souci, on va essayer d'évoluer un peu. Peut-être egadede que deux questions il a posé nyimnyo va ejodi. Donc monsieur professeur ou Messan que deux questions de la poser à question non bref c'est en de coucou parce que OK professeur vas-y. J'aimerais savoir si on a la taxe pollueur-payeur au Togo. Je fais allusion au drame qui s'est passé au Grand Marché. De quoi tu parles, professeur? Ne fais pas rire. Déjà que chez nous, il n'y a aucune assurance. Par exemple, celui qui a mis cet entrepôt-là, quand vous fouillez, il n'est pas assuré. Vous voyez? Les habitations qui étaient à côté de l'entrepôt, quand vous fouillez, ce n'est pas assuré. Et donc, ce sont des gens qui demain ne peuvent même pas être dédommagés par une assurance. Normalement, c'est pour ça que dans un État, c'est le gouvernement qui fixe les normes. Normalement, ce Libanais qui a mis cet entrepôt-là, avant même qu'il ne construise son entrepôt là-bas, on devait exiger qu'il soit assuré. Si demain il y a des dommages à ses voisins, qu'il en soit le responsable. Maintenant, on nous dit que 2 personnes ont été arrêtées. Mais dans 2 semaines, vous allez les voir dans la rue. Ils vont les libérer. Ils ont été arrêtés
Ils ont été arrêtés. On ne nous dit pas l'identité de ces personnes qui ont été arrêtées. On nous dit 2 personnes ont été arrêtées. Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est le propriétaire de l'entrepôt? Mais les dégâts collatéraux qui sont créés dans les quartiers, toutes les maisons avoisinantes qui ont brûlé, qui prend la responsabilité de réparer tous ces dégâts-là? Donc, c'est ça notre pays. Mais M. Ferdinand, même avant le drame, une industrie qui s'implante dans un pays ou dans une zone, elle pollue de facto cette zone. Ah, mais c'est clair. Par les différentes émissions, tout ça. C'est pour ça que je parlais de cette taxe pollueur et payeur qui peut permettre aussi d'injecter de l'argent dans nos systèmes de santé, de construire des hôpitaux, d'aider les populations qui sont directement impactées ou indirectement impactées par ces genres de pollution, parce que ça pollue la nature des industries, ça pollue l'environnement, l'air que les gens respirent est pollué. Mais comment ces gens seront dédommagés ou seront aidés au niveau médical? Mais je vous fais comprendre 2 choses qui se passent au Togo, sur lesquelles j'ai fait des reportages, mais qui n'ont pas fait bouger les lignes. Regardez un peu la zone portuaire. Vous voyez le TP3? À côté du TP3, il y a un dépôt de ciment en vrac. Quand j'étais encore au pays, je suis allé là-bas, un dépôt de ciment en vrac. Vous imaginez comment le ciment est volatile? La poudre de ciment, comment c'est volatile? Donc, le dépôt de ciment qui était là-bas était en vrac, c'était Simfaso. Je pense que c'est les gens qui sont aujourd'hui les gens que j'ai dénoncés récemment. C'était Simfaso. Donc, ils prenaient le ciment en vrac, ils allaient au Burkina Faso. Toute la zone de Adakpame là où il y a le chef Togbi Dagban, tout ça là, toute cette zone-là, il y avait des dépôts de ciment partout. Sur les véhicules, dans les maisons, dans les puits. Et vous savez que le ciment contient des métaux très lourds. Donc, toute cette zone est totalement polluée. Et donc, vous ne serez pas surpris que demain, qu'on découvre que beaucoup de gens dans cette zone ont des problèmes des yeux, ont du cancer, ont des maladies telles. J'ai fait un reportage là-dessus. Ça n'a pas fait bouger les lignes. À Kpeme, toute la zone de Kpeme, jusqu'à Gounoukope, tout ça, et à Bodrafo, tout ça, c'est une zone normalement qui est dangereuse en termes d'habitation. Parce que le traitement du phosphate, vous avez l'usine de phosphate qui est à Kpeme, il y a une cheminée. Et il y a une cheminée qui fait sortir les débris de phosphate. Normalement, il y a un filtre qu'on doit mettre sur la cheminée pour bloquer les débris. Mais depuis 20 ans ou 30 ans, la SNPT n'a pas changé de filtre. La filtre est ce matériel, je sais même plus de quoi. Ce matériel est défaillant. Et elle est bouchée, je pense. Elle est bouchée. Elle est bouchée, elle est endommagée. Et ils ne l'ont pas remplacée. Et toute la zone là est arrosée de débris de phosphate. Et sachant que les débris de phosphate dans cette zone-là, ça jaunit les dents des enfants, ça crée des problèmes ça crée des problèmes pour les yeux, et ça intoxique la population. Moi-même, je suis resté toute une journée là-bas, à Kpeme, jusqu'à Gounoukope. Il y a aussi le village qui est à côté du lac là. Toute la zone-là est arrosée de débris de phosphate. Et dans les débris de phosphate, il y a des métaux lourds. Les rapports sont là. Mais ça ne dit rien à personne. Et les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Donc, c'est toute une zone qui est polluée, où les gens, certainement, ont une durée de vie peut-être assez courte. Mais ça ne dit rien à personne. Donc, à Milan, Nani Bola mêler la WC. Milan, Nani Bola Adoule Guamere, Amélie le problème, Amélie la crise, environnement, donc, les gens sont là-dedans. Et normalement, c'est sur des questions comme ça que nous devons être mobilisés. Mais bon. Bon, c'est ce qu'ils appellent les externalités négatives des usines de production comme ça. C'est-à-dire tout ce qui produit des gaz, des liquides, de pollution. C'est ça qu'on appelle l'externalité négative. Et normalement, ça devrait être contrôlé, surveillé de près. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, on va avancer. Comme on vous l'annonçait au début, nous allons avoir une petite surprise pour vous aujourd'hui.